Les États-Unis sont-ils toujours les États-Unis? Où va l'Amérique de Donald Trump? Avec nous pour en parler, Olivier Piton, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, membre de l'Assemblée des Français de l'étranger. Vous vivez à Washington. Vous êtes le suppléant du député Frédéric Lefebvre, député pour les Français qui résident en Amérique du Nord. Et vous êtes l'auteur d'un livre dont on a beaucoup parlé ces derniers mois en France, La Nouvelle Révolution américaine. C'est aux éditions Plomb. Avant d'aborder justement les États-Unis version Donald Trump, on aimerait entendre votre avis sur ce que je viens de dire en rappel de titre. Pas de vote électronique pour les Français de l'étranger, tous les Français de l'étranger, notamment ceux qui vivent comme vous aux États-Unis. Vous vivez à Washington. D'abord, dites-nous si vous comptiez voter par vote électronique et comment aviez-vous fait il y a 5 ans. Est-ce que vous inspire cette décision ? On a près de 2 millions de nos compatriotes, 1,7 million exactement, qui vivent à l'étranger, qui ne vont pas pouvoir voter pour la plupart, puisque en 2012, lors de la dernière élection législative, le pourcentage de Français qui avaient voté électroniquement était entre 2 tiers et 3 quarts. Ouais. Donc non seulement nous avons une augmentation énorme du nombre de Français qui se sont expatriés au cours de ces 5 dernières années, mais on ne va pas pouvoir leur permettre de voter. On va se retrouver avec des taux de participation extraordinairement faibles. Tout ça pour une simple bonne raison: amateurisme. Amateurisme, décision du principe de précaution imposé par l'administration au pouvoir politique. On est à 3 mois des élections législatives, 1 mois et demi de l'élection présidentielle. Et on voit bien que malheureusement, la décision de ne prendre plus aucun risque, de ne pas bouger le petit doigt, a pris le pas sur la nécessité de permettre aux gens de s'exprimer. Alors vous allez me dire, oui, mais il y avait un risque. Donc on a bien fait de suspendre la possibilité de voter électroniquement. Non. Il n'y a pas de risque. Il y a peut-être un risque sur l'image que pourrait avoir la France si jamais il y avait tentative de modification ou de piratage du système. Si le système tombe à plat, c'était l'image qui en prenait un coup. C'était l'image. Ouais. On n'a aucune preuve. On n'a que des doutes et des doutes extrêmement faibles. On a malheureusement dans cette histoire une décision qui a été prise, on va le dire clairement, par l'administration sur un principe de précaution plus, au détriment d'un pouvoir politique qui, pour tout un tas de raisons, n'a pas voulu prendre ses responsabilités. Résultat, nous avons pratiquement les 3 quarts des Français inscrits sur les listes électorales, et je parlais de 1,7 million de Français qui ne pourront pas voter. Aujourd'hui, il y a des pétitions qui se mettent en place, en particulier, alors je le cite, mais c'est évidemment pour la bonne cause, Frédéric Lefebvre, qui hier a organisé une pétition en ligne qui, en quelques heures, a obtenu plusieurs centaines de signatures. On est quasiment à 5000 nombre aujourd'hui de signataires pour demander un report de la décision du gouvernement. Alors, juste pour vous concrètement, vous êtes à quelques, on va dire, centaines de mètres à peine d'un consulat à Washington. Vous allez pouvoir voter. Alors moi, je vais pouvoir voter parce que je suis à 200 mètres du consulat qui va me permettre effectivement de mettre un bulletin dans l'urne. Que dire de ceux qui habitent à 200, 300, 400 km, de ceux qui ne peuvent pas se déplacer, de ceux qui ont des problèmes dans leur pays respectifs de transport, parce que tout n'est pas aussi bien organisé qu'en France. On a des situations particulières, tout à fait spécifiques. Encore une fois, en 2012... sur 1,4 million de Français, les 2 tiers des votes avaient été des votes électroniques. Par correspondance, ça va pas rééquilibrer les choses selon vous là? Faudra vraiment le vouloir? Deuxième situation complètement ubuesque, le gouvernement a mis à peu près tout en place depuis les 5 dernières années pour tuer le vote par correspondance, au motif que le vote électronique allait le supplanter. Donc on a à la fois fromage, si je puis dire, et dessert. On n'a plus le vote électronique et on n'aura pas véritablement le vote par correspondance. Oui, mais il y a eu l'actualité américaine entre-temps, et notamment le piratage des courriels d'Hillary Clinton, candidate battue. On a piratage de courriel, mais pas piratage du processus, du processus de vote. On a parlé également du piratage de TV5. En tout cas, c'est ce qui nous a été annoncé publiquement hier, non pas par le ministre Matthias Fekl, mais par l'administration, par l'ANSSI, c'est-à-dire l'agence qui est en charge des problématiques de sécurité pour le vote électronique. On sait très bien ce qui s'est passé avec TV5 Monde, ça n'a rien à voir avec le processus de vote. Et puis 2 exemples. Il y a 2 pays qui vivent totalement dans l'ère du vote électronique. La Suisse, bon, à la limite, on pourrait se dire, pourquoi pas, l'Estonie. L'Estonie, voisin de la Russie, puisqu'on pointe du doigt les hackers russes. S'il y a bien un pays qui peut se méfier de son voisin et qui peut avoir peur des décisions, des conséquences plus exactement du vote électronique piraté, c'est bien l'Estonie. Eh bien, l'Estonie fait confiance au vote électronique. Il n'y a pas en l'état de menaces sérieuses sur le vote électronique, il n'y a que des risques liés à l'image. Et pour finir, parce que c'est très important, le vote électronique, ça coûte 2 millions d'euros.
n'importe qui pourrait penser que ces 2 millions d'euros sont une somme infiniment trop importante pour mettre simplement en place un vote électronique qui doit toucher 1,7 million d'électeurs. C'est-à-dire que ça coûte plus cher. Ça fait plus d'1 euro par électeur. C'est complètement fou. Nous sommes face à un système d'amateurisme total qui, malheureusement, va porter préjudice à un nombre extrêmement important de Français. Alors, on va maintenant parler donc de l'Amérique de Donald Trump, élu en novembre dernier, prestation de serment en début d'année. Pas un jour, quasiment, dans les médias du monde entier sans que l'on entende son nom. Peut-être d'abord pour commencer de manière générale, sur le fond et sur la forme, que pensez-vous du début de son mandat ? Alors, il est à la fois chaotique sur la forme et je lui trouve une certaine cohérence sur le fond. Encore une fois, on n'est pas obligé d'adhérer à la cohérence, mais en tout cas, il y en a une. Sur le côté chaotique, je vais aller assez vite parce que tous les commentateurs sont assez d'accord pour expliquer que Donald Trump a une vision assez personnelle de sa fonction, que ce soit par les tweets, donc par la communication qu'il a avec le grand public, par sa relation compliquée avec la presse, qu'il vilipende à longueur de temps. Mais ça, c'est contrôlé, c'est voulu, la communication, par exemple, via les réseaux sociaux, ou est-ce que ça relève de l'amateurisme ? Non, je ne pense pas que ce soit de l'amateurisme. On est simplement dans la queue de comète de la campagne. Il faut savoir, je l'avais dit à l'époque et je l'ai écrit dans mon livre, Donald Trump utilise Twitter avec le triptyque d'Aristote, c'est-à-dire qu'il y met du pathos. Tous ses tweets quasiment, en tout cas ceux qui sont signés par lui, sont toujours divisés en 3 parties. C'est assez simple d'ailleurs de le vérifier. Une première partie où il énonce des faits, le logos. Simplement évocation des faits. La deuxième partie, c'est l'éthos, c'est-à-dire la tentative de pouvoir cimenter, donner du sens aux faits, de les agrémenter, de les alimenter. Et la troisième partie, parce que c'est Donald Trump, il va mettre du pathos, c'est-à-dire de la passion, et ce qui va transformer en boulet de canon son tweet. Par exemple, il va dire Barack Obama m'a écouté, m'a fait écouter, puis il va terminer par shame, honte, par exemple. Et c'est un très bon exemple. Ouais. Et au milieu, il va trouver un moyen d'agrémenter effectivement le fait que Barack Obama l'aurait fait espionner. Donc, il est toujours dans cette continuité. Donc il y a effectivement sur le mode de gouvernance de Donald Trump une originalité absolument incroyable. Un rapport au peuple via Twitter et les réseaux sociaux qui est unique dans l'histoire des États-Unis et probablement unique d'ailleurs dans l'histoire des démocraties en général. Et la détermination sur le fond ? Alors, il y a une cohérence, je pense, c'est-à-dire que il y a une thèse qui est en train de naître aux États-Unis et en partie en France, qui est la thèse que, avec Donald Trump, on en revient à l'Amérique d'avant la mondialisation, à l'Amérique d'avant 1914. Il faut savoir que cette technique très autoritaire, très populiste, elle a existé pendant très longtemps aux États-Unis avec un président américain célèbre qui s'appelle Andrew Jackson, qui est le premier président post-père fondateur. Andrew Jackson était protectionniste, il était populiste, il jouait le peuple contre les élites, il a mené les premières campagnes de communication à sa manière contre ceux qui voulaient l'attaquer. Il avait une gestion extrêmement autoritaire du pouvoir, et puis il avait même un rapport à l'étranger, qui était un rapport déjà compliqué, puisque c'est celui qui est à l'origine de l'Indian Act, c'est-à-dire celui qui a contribué à la mort de 7000 Amérindiens en les faisant traverser le Mississippi, donc en les rejetant sur la côte ouest du Mississippi pour donner les terres aux colons qui s'installaient. Et d'ailleurs, le portrait d'Andrew Jackson, comme par hasard, se trouve aujourd'hui dans le bureau de Donald Trump. Donc, les Américains connaissent cet antifédéralisme, ce populisme, cette manière très directe de jouer le peuple contre les élites. Oui, mais ça fonctionne. Est-ce que du coup ce n'est pas un piège? Parce qu'on l'a vu, vous avez raison de dire en tous les cas qu'il est déterminé, notamment avec cette nouvelle mouture de son décret migratoire qui cette fois pourrait ne pas être attaqué par la justice américaine. Mais quid de l'économie par exemple, puisqu'on a parlé des classes moyennes qui avaient subi de plein fouet la crise de 2008 notamment. On ne l'entend pas beaucoup sur ce sujet. Il a mis en place un certain nombre d'executive orders, donc des décrets présidentiels qui, pour être valables, doivent être rattachés directement à la Constitution. Il en a sorti 29, il en a signé 29 en l'espace de quelques semaines. C'est-à-dire que lors de son discours devant le Congrès, il y a à peu près une dizaine de jours, c'était la première fois qu'il prenait un contact avec les parlementaires, avec le pouvoir législatif. Ouais. Il faut savoir que dans toute l'histoire des États-Unis, Donald Trump est le premier président à n'avoir jamais été ni un militaire, ni un homme politique. C'est un homme d'affaires. Donc, il a signé ses executive orders, et parmi ces executive orders, il a mis fin au traité transpacifique
sur le commerce donc entre les États-Unis et un certain nombre d'États du Pacifique, qui étaient censés entourer, encercler la Chine. C'était la volonté de Barack Obama. Il renégocie aussi l'ALENA avec le Canada et le Mexique. Il renégocie l'ALENA. Il a également commencé à mettre en place un certain nombre de mesures protectionnistes. Il a envoyé un certain nombre de messages vers la Chine, vers le Mexique. Il a également envoyé un certain nombre de directives extrêmement claires vis-à-vis d'un certain nombre d'entreprises américaines pour leur demander ou pour les contraindre à relocaliser. Donc il envoie un message continuel à son électorat, à ceux qui attendent que l'on mette en place. Et c'est pour ça que c'est le candidat pré-mondialisation ou post-mondialisation. C'est-à-dire qu'il essaye de casser, c'est en cela, à mon avis, qu'est sa cohérence, les trois grandes lois du libre marché de la mondialisation, la libre circulation des personnes, la libre circulation des biens et la libre circulation des capitaux. Mais il trouve sur son chemin, c'est le point de vue que l'on a d'ici, vu de Paris, la résistance acharnée de certaines grandes villes, dit-on, ce qu'on ne connaît pas forcément ici en Europe. Les pays sont différents. Est-ce que c'est un mythe que l'on exagère ici ou est-ce qu'une réelle et farouche résistance de ces villes, New York, Washington, Absolument Chicago? pas. Non, ça n'est pas du tout un mythe. Il faut bien comprendre que les États-Unis ont une démocratie extrêmement vivante parce qu'elle est truffée de contre-pouvoirs. Au moment de la guerre en Irak, au moment du protocole de Kyoto que George W. Bush avait, en 2003, si je ne dis pas de bêtises, avait refusé de ratifier, ou que le Congrès avait refusé de ratifier, 300 maires de villes américaines s'étaient agrégés pour appliquer dans leur propre commune cet accord climat. Nous le voyons bien d'ailleurs, par l'opposition judiciaire au premier, ce qu'on a appelé le Muslim ban, à la fois à l'échelon fédéral, mais également à l'échelon fédéré, puisque un État comme l'État de Californie s'est tout de suite opposé au Muslim ban. Donc on a toute une série de contre-pouvoirs parfaitement institutionnels qui fonctionnent extrêmement bien et qui donnent l'image d'une Amérique d'abord extrêmement violente et deuxièmement qui résiste, en tout cas, qui s'oppose à certaines prises de position de Donald Trump. Olivier Piton, juste pour terminer, alors je rappelle que vous êtes membre du Parti français Les Républicains, c'est important pour la question qui va suivre. Juste en quelques mots pour finir, est-ce que vous voyez un effet Trump dans cette campagne présidentielle à maintenant 6 semaines à peine du premier tour ? Mon livre, c'était de dire qu'on assistait à une européanisation de la campagne américaine. Il est toujours très difficile et très délicat de faire des passerelles faciles entre tel candidat et tel président. Je crois qu'il y a incontestablement aujourd'hui en Occident, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, partout ailleurs en Europe, une véritable prise de conscience des problématiques de la mondialisation. Il y a des réponses qui ne sont plus les réponses que l'on avait il y a quelques années. Trump en est un symptôme. Nous avons chez nous, dans notre campagne, d'autres tentatives de répondre à cette question. Et vous l'expliquez, constitue la première alternance au système en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a deux alternances, il y a le Brexit et il y a Donald Trump, absolument. Merci à vous, Olivier Piton, d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.